pour l'emmener directement en salle de caté ou en chirurgie, ou qui font le diagnostic immédiat d'un épanchement intrapéritonéal avec l'écho. Je prends l'écho comme exemple. Il y a plusieurs autres situations. Lorsqu'ils commencent à constater ça, ça trône. Ça trône. De plus en plus, mais je pense qu'il est beaucoup mieux chez toi. Il est beaucoup mieux chez toi que chez nous. Tu as compris? Donc, il faut leur laisser le temps, les autres spécialités. Et je pense qu'ils commencent à comprendre. Les jeunes, d'ailleurs, ils ont compris plus vite que les seniors. Quand les seniors, ils ne sont pas en train de voir qu'est-ce qu'on est en train de faire aux urgences. Donc, il faut leur donner le temps, c'est tout. Si c'est mieux. Avec Clem Sisleh Bouchouch, alors. Si c'est possible. Donc, oui, moi je peux peut-être donner l'exemple de notre vécu au service des urgences de Monastir et voir l'évolution des choses quant à nos relations avec nos collègues des autres spécialités. Il faut dire que notre installation dans le service n'a pas été facile et que notre place n'a pas été préparée à l'avance. C'est-à-dire que on a dès le début subi les contraintes de chevauchement de travail avec les autres spécialités. Et je me rappelle jusqu'à aujourd'hui les conflits qu'on a eus avec les orthopédistes, avec les chirurgiens, avec les réanimateurs, et je ne m'arrête pas là. Et tout simplement pourquoi? Parce que on a grignoté, entre guillemets, sur leur champ d'action. Et au fil du temps, on a gagné la bataille. Et c'est grâce au travail. C'est le travail qui paie. C'est le travail qui fait que l'urgentiste acquiert une compétence qui est reconnue par ses pairs et est reconnue par ceux qui, dans le temps, lui reprochaient de le faire. Maintenant, on a un champ d'action qui est illimité et je pense que c'est le travail qui va déterminer la frontière de compétence de l'urgentiste. Et c'est vrai que maintenant, on ne voit plus l'urgentiste de la même façon, du moins en ce qui me concerne, de la même façon qu'il y a une dizaine d'années. Maintenant, cette question, il faut revoir avec le chirurgien l'indication d'une échographie ou bien l'indication d'un scanner. Ça ne se fait jamais. Ça nous arrive quelques résidents qui viennent des autres services, par exemple un résident de radiologie qui ne connaît pas le service d'urgence de Monastir, qui vient de, je ne sais pas, de Tunis ou de Sfax. Il a véhiculé le réflexe de demander à celui qui travaille aux urgences de passer par la filière de chirurgien ou bien du neurologue pour demander un scanner. Ça arrive. Mais maintenant, tous ceux qui connaissent le service savent que ceux qui y travaillent, ce sont des gens professionnels qui savent bien leur métier. Et notre métier, les frontières de ces compétences ne s'arrêtent pas. Et c'est à nous de les déterminer. C'est notre travail qui va le faire. Voilà tout ce que j'ai dit. Moi, je crois que quelque chose qui est très important, sur lequel on n'a pas insisté, c'est la motivation des deux jeunes qui viennent nous présenter leur expérience. Il y a une motivation, c'est qu'il y a une base qui est exceptionnelle, c'est tout le hamas qu'il y avait dans les deux communications. Donc pour moi, c'est Wali. Trois communications. Wali. Pas seulement les jeunes. Donc cette motivation, je crois que c'est très important. Tout à l'heure, on ne devrait pas parler comment on fait, mais comment entretenir cette motivation. Et je crois que le problème, c'est l'entretien de cette motivation. Et c'est une spécialité, de toute façon, je crois pas, on n'est pas là pour justifier sa présence, parce que c'est une spécialité qui existe. On n'a pas besoin de dire, oui, on est en train de démontrer ce qu'elle est, cette spécialité. Elle existe, c'est une spécialité qui existe, qui a fait ses preuves, qui existe. C'est vrai qu'elle a souffert des passages au début, comment elle avait commencé le service avec les médecins de santé, tout ça. Donc il y avait des choses. Tout ça doit être rattrapé. Je crois qu'avec la motivation, je crois que je suis vraiment très confiant. Bon.
لا منير ما فيش تكلم. فما واحد قبلك وبعد تكلم منير. تفضل. Juste une question. Merci pour cette communication. Je demande quel est l'avenir et le statut des médecins généralistes qui travaillent au sein des urgences. Ça fait des années qu'ils travaillent. Donc, est-ce que vous avez un programme pour les médecins et qui soulèvent les urgences sur leur dos? Donc, est-ce qu'il y a un programme? سيرات تحب تتكلم انت ميساج دونك انا مون افي ميساج خلينا نتكلم انا 30 secondes وبعد خذ انت انا مون افي دونك on est tous شوف un médecin qui a vécu une dizaine d'années dans une urgence donc c'est un médecin urgentiste donc ça c'est clair فهمت معناها on va pas cacher les choses c'est clair et donc il faut chercher une issue pour légaliser tout ça معناها فهمت هذايا معناها واضح c'est un débat لازمنا نحكيو مع بعضنا فهمت كيفاش donc واحد عنده une carrière d'une vingtaine d'années, mes propres médecins. Pour moi, ce sont des agrégés. Mes propres médecins de santé, ce sont des agrégés. Pendant la garde, je le dis, donc c'est le médecin qui est responsable de la garde. Les résidents, ce sont des résidents, ils sont responsables, oui, mais ils sont en formation sur le plan pénal, sur le plan légal et tout ça. Je pense qu'il est de même avis que moi. Je pense qu'il y a une véritable complémentarité. L'un n'empêche pas l'autre. Au contraire, c'est une complémentarité qui fait برشا ما نعرفش كيفاش نفسرها complicité حتى أكثر من complicité. On a tous besoin l'un de l'autre. Les spécialistes ont besoin des généralistes qui ont vécu aux urgences depuis un certain bon bout de temps. Et les généralistes, ils ont besoin aussi des généralistes. Il y a une complémentarité. C'est un travail d'équipe. Chacun a une place importante, je vais le dire, importante dans l'effectif et pour l'organisation du service. C'est tout, mais je pense que Mehdi a dit la même chose en tout cas. Parce que moi, je vais faire des reproches à la spécialité et aux spécialistes. Et à mes amis universitaires. Durant les années 94, quand j'ai commencé en SMUR, on s'est mis devant une table avec, par exemple, les cardiologues. On a décidé de faire un programme en collaboration avec les cardiologues et on a démarré la thrombolyse préhospitalière. Le polytraumatisé, Mehdi, tu étais résident au service, le polytraumatisé, on s'est mis sur table avec les chirurgiens, les radiologues, et les anesthésistes réanimateurs, et on avait un protocole. Tel malade va directement au bloc opératoire. Tel malade va sur table de scanner. Tel malade va directement à la salle de réanimation. Actuellement, l'expérience de la thrombolyse dans les AVC, qui est mise en place au niveau de structures comme Sahloul. C'est un travail d'abord. Je crois que c'est à nous de fournir pour l'intérêt de nos malades. Là, ce que je reproche parfois, c'est que la spécialité, c'est vrai que notre spécialité devient de plus en plus performante et je vous assure qu'elle devient même plus performante dans certaines pathologies que les spécialistes eux-mêmes. Et ça, je sais de quoi je parle. C'est vrai, c'est à nous de faire le pas vers les autres spécialités. Je pense que c'est à nous de faire comme le protocole de l'AVC, comme le protocole de l'infarctus du myocarde, comme le protocole d'aller vers les autres spécialités. Allez, on se met pour un protocole et on se met d'accord. Tel radio, tel scanner, à quel moment avec les radiologues, d'accord, avec les chirurgiens, aux apports. Ça, je pense que c'est aux urgentistes de le faire avant les autres. Donc on va passer à Adela. Oui. On va voir maintenant les structures d'urgence dans les hôpitaux non universitaires que j'espère un jour, le plus rapidement possible, les voir universitaires. Donc j'invite pour ça Sami El Hafi pour nous parler du vécu du SAMI 05 de Gabès. Donc, merci. Donc, chers maîtres, chers assistants, permettez-moi de vous présenter. Je me présente, je suis Dr Hafi Samia, médecin principal de la santé, chef service de SAMI 05 à Gabès.
Donc, on va présenter avec mon ami Badis Saïd la conférence « Travailler dans une urgence d'un hôpital non universitaire entre la contrainte et le plaisir ». Donc, on va rapporter 2 expériences. Expérience de l'hôpital régional de Guebs et l'expérience des urgences de l'hôpital régional de Sidi Bouzid. Donc, comme vous savez tous, par urgence, on entend toute circonstance qui, par sa survenue ou sa découverte, introduit ou laisse supposer un risque fonctionnel ou vital si une action médicale n'est pas entreprise immédiatement. Donc, chaque service, en principe, doit avoir ses modalités de fonctionnement écrites et conformes au projet de l'établissement. L'hôpital s'engage à assurer globalement les fonctions d'accueil, d'orientation et de soins des urgences. La prise en charge des urgences ne repose pas uniquement sur le service d'urgence, mais elle est multidisciplinaire. Elle fait donc la collaboration avec les autres spécialités. Comme but et mission, les services d'urgence, c'est un service d'accueil en permanence, donc toute personne en situation d'urgence. Il assure l'observation, les soins et la surveillance, le triage précoce, l'obtention rapide des examens complémentaires, traitement et prise en charge, transfert vers les structures médicales et sociales. Voilà l'hôpital régional de Guebs. Donc, Guebs, elle existe dans le sud-est, sur une surface de 7175 km², avec un nombre d'habitants de 360 000. Donc, il y a un seul hôpital, c'est-à-dire une seule urgence de référence, avec 4 hôpitaux de circonscription avec leurs urgences et 5 urgences qui sont installées dans des CSB type 4. Pour le nombre de médecins, il y a 298 médecins, dont 138 sont des spécialistes, 102 au secteur public. Sans compter, il y a une dizaine qui sont en train de faire l'abandon de poste et aussi la coopération vers l'étranger. Pour les généralistes, il y a 160 médecins, un médecin généraliste pour 2300 habitants et un médecin spécialiste pour 2660 habitants. Pour les ressources humaines des services d'urgence, notre service il est en train de faire sa métamorphose entre les structures hospitalo-sanitaires et hospitalo-universitaires. On a actuellement un médecin, un professeur agrégé en médecine d'urgence, 11 médecins de la santé publique, 2 résidents en médecine d'urgence, 2 internes en médecine de famille et un interne vacataire, 29 infirmiers et aides-soignants, 3 ouvriers. Avec un nombre de passages par an qui est de 110 donc, consultants par an, soit une moyenne de 350 consultants par jour. Des transferts périphériques, des urgences pédiatriques qui constituent presque l'1/4 de l'activité, vers 25 000 consultations par an. Et un service est un service avec une capacité de 15 lits. Vous voyez sur le tableau, c'est le nombre de passages qui est entre le 105 000 et le 110 000, avec nombre d'hospitalisations qui est aux alentours de 5 à 6% de l'activité de nombre de passages, c'est-à-dire de 6 300, entre 5 800 et 6 430. À titre comparatif, l'urgence de Hammamet, une seule urgence. Donc, en 2016, ils font 36 125 consultants en urgence, en moyenne 108 consultants par jour, avec le personnel qui est proche à celui qui existe à Guebs, surtout pour le nombre de médecins, 10 médecins de santé publique, 10 infirmiers, 3 agents d'accueil pour inscription, 10 ouvriers. Aussi, à titre comparatif, donc, vous voyez que l'urgence de Guebs, ça se situe au milieu. C'est après Charles-Nicolle, l'hôpital régional de Gafsa, qui ont un passage en moyenne de 350 à 400 par jour. Guebs avec une moyenne de 300 passages par jour, soit 110 000 par an. L'hôpital de Benarous, 75, j'ai pris le chiffre de Dr. Hanen Razeli. Donc, l'hôpital régional de Djerba, 61 000 avec un passage de 70 et l'hôpital de Hammamet, 36 000, donc 108 par jour. L'activité d'urgence, donc presque, vous voyez ici que 50% au minimum des admissions faites dans les différents services, quelle que soit la spécialité médicale, chirurgicale ou pédiatrique, ça se fait donc, à travers la porte d'entrée qui est l'urgence ici. Presque toutes les spécialités.
Les contraintes. Je vais parler des contraintes rencontrées. Tout le monde rapporte que l'architecture des bâtiments, surtout des urgences, non adéquate pour la fluidité du travail. Donc, quelles normes, quel plan architectural, quelle organisation. Donc, ceci impose que le ministère, lorsqu'il instaure des services où il pense construire des services d'urgence, il faut impliquer les responsables qui travaillent dans l'environnement, et chaque environnement a ses particularités. Les problèmes de locaux, l'équipement, les plateaux techniques, donc manque d'équipement, d'entretien, l'unité de radiologie non fonctionnelle, le manque de consommables, le manque aussi de ressources humaines, médecins, manque d'effectifs de personnel médical, paramédical, problème de communication interpersonnelle, surtout avec l'aval, c'est-à-dire les médecins spécialistes, le manque d'organisation du fait d'un manque de programmation, de coordination, sont souvent cités comme facteurs d'aggravation de ces contraintes-là. L'organisation de travail. On a instauré le triage aux urgences de GEBS, mais il faut l'améliorer. Absence de procédure de transfert des patients inter-services et inter-établissements. Absence d'algorithmes consensuels, clairs, affichés, explicatifs des différentes conduites à tenir. L'organisation de travail aussi, c'est surtout l'aval. On a beaucoup de problèmes avec les médecins de spécialité, gardes de spécialité aux urgences, surtout les services de pédiatrie, les gardes cumulent qui font les spécialités chirurgicales, surtout l'orthopédie et chirurgie, ils font la garde durant le jour de consultation ou du bloc. Ce qui fait un délai très important d'attente pour les urgences chirurgicales qui arrivent jusqu'à 16 heures et même plus. Garde de réanimation. Chez Gibbs, on n'a qu'un seul réanimateur, donc jusqu'à quand? Il n'y a pas de garde de réanimation. Pour la radiologie, il y a installation de matériel lourd tel que le TDM avec les 64 barrettes, l'IRM, mais pas de radiologue. Il faut penser à renforcer, sinon c'est un gâchis d'avoir le matériel sans avoir donc les spécialistes pour l'utiliser. Garde de neurochirurgie aussi, ça pose un problème très important. On a les transferts interhospitaliers, surtout que le premier hôpital universitaire, il est à 126 km de l'hôpital régional. Aussi, l'accord du transfert des malades confiés aux spécialistes. La sécurité, tout le monde, ils ont parlé de la sécurité. Le problème de violence, agressivité des parents, des malades, d'accompagnateurs à l'égard de personnel soignant. Voilà, c'est juste une petite revue de littérature, l'importance du problème pour montrer l'importance du problème, mais qu'on peut remédier avec le triage. Il y avait un travail fait par Ben Gorben et collaborateurs, dont le titre et le motif de recours au service des urgences des principaux hôpitaux de Grand Tunis. On trouve que les patients se trouvant dans un état réellement grave ne représentaient que 6,3% des cas. Aucune gravité, parmi ce 6,3% des cas, aucune gravité de l'état de santé n'a été observée que chez le tiers des patients environ. Une étude faite par Misgar et Hall dans le CHU Farhat Rached ont rapporté que 49, presque 50% ne nécessitent pas une consultation aux urgences. L'importance du problème, ce qui montre, c'est-à-dire comment on peut remédier avec les contraintes et la surcharge de travail, c'est d'améliorer le triage. L'importance du problème est montrée par différentes études. Au Koweït, 60% des patients consultés aux salles d'urgence ont un motif non urgent. En Arabie Saoudite, c'est 70% et 99% en Jordanie. À Bahreïn, plus que la moitié. De même, ce problème se pose dans les pays développés. Par exemple, une étude faite par Gentil, une enquête réalisée en France, dans la majorité des cas, les motifs de consultation auraient pu être gérés dans le circuit, dans l'ambulatoire. Le Canada, ils ont vécu des problèmes, une augmentation de passage durant ces 3 ans de 5%. Au Royaume-Uni, augmentation de 1% par an depuis le milieu de 1999. Et je reviens pour le plaisir. Le plaisir, c'est comme les deux résidentes tout à l'heure, Dr Iman ainsi que Ahlem, je crois, c'est la satisfaction du soigné. D'accord. La cohésion de l'équipe, la reconnaissance de certains patients, l'action d'un résultat immédiat, le rythme, le sentiment d'être fier et d'avoir une identité positive aux yeux du malade. En conclusion, l'accueil des urgences est une mission essentielle des hôpitaux publics. Maîtriser l'urgence, définir ce qui est urgent. La prise en charge des urgences ne repose pas uniquement sur le service d'urgence, mais exige ensemble des services de l'hôpital. Merci. J'ai mis quelques textes dans quelques circulaires à l'organisation
en Tunisie de travail en urgence. Merci Samia. On va continuer avec le deuxième orateur, Monsieur Bédis Saïdi, pour nous parler de son vécu des urgences de Sidi Bouzid. Bonjour. Bonjour mes amis, merci. Merci de m'avoir associé à cette conférence et de me permettre plus ou moins de parler un peu des urgences de Sidi Bouzid. Donc, au fait, quand vous m'avez demandé de parler de contraintes et plaisirs, j'ai bien essayé de chercher un bon plaisir et je l'ai retrouvé dans les deux autres conférences qui nous ont précédés. Et ça m'a fait vraiment fait vivre des souvenirs. Au fait, je me présente, donc Saïdi Bédis, diplômé en 1999. Comment j'ai attrapé le virus? J'ai passé 2 ans au service de médecine intensive avec Sisleh Bouchoucha, 4 ans au SMUR au moment de sa conception, et c'était avec Dr Mounir Naïja, Hosni Mihiri et tout le monde. J'ai fait 10 ans de médecin de libre pratique et j'étais conventionné avec Médic Multiservice pendant plus que 4 ans. Depuis 2011, donc, j'ai été recruté par la santé publique et je suis au service des urgences de Sidi Bouzid. Alors, je ne vais pas vraiment présenter Sidi Bouzid, bon, elle est connue, elle est au centre de la Tunisie, on parle de environ 430 000 habitants. C'est une population essentiellement rurale. Tout ce qui est structure de santé, nous avons un hôpital régional, 120 centres de santé de base, nous avons 3 centres d'hémodialyse privés, des 16 laboratoires d'analyse et de radiologie, beaucoup de pharmacies, et on estime environ qu'il existe un médecin pour 2500 habitants environ. Bon, Sidi Bouzid, elle s'étend, c'est-à-dire sur le plan, la distance nord-sud, elle est à environ à 150 km, et sur le plan est-ouest, elle est à environ 120 km. Donc il est très important de connaître un peu les régions pour pouvoir évacuer. Alors, je vais présenter le service. Le service des urgences de Sidi Bouzid, il dispose d'une structure qui est assez convenable quand même. Nous avons une salle de déchocage avec 2 à 3 lits. 2 à 3 lits parce qu'il y en a un lit amovible, on rajoute, lorsqu'il s'agit de plusieurs victimes. Nous avons 2 respirateurs de transport au sein, c'est-à-dire à la salle de déchocage. Nous n'avons pas de respirateur proprement dit. Un scope défibrillateur, des pousse-seringues électriques, des sources d'oxygène vide, un équipement complet. Nous avons vraiment le matériel dont nous avons besoin. Une salle de plâtre, salle de soins, 10 lits, 5 lits avec des moniteurs, des sources d'oxygène, 2 boxes de consultation, une salle d'ophtalmologie, je ne l'ai jamais vue, je ne l'ai jamais vue ouverte, et une ambulance SMUR avec 2 ambulances de type A. Fait important, le téléphone. Le téléphone, nous n'avons pas de ligne spécifique ni directe au SMUR. Donc par la suite, il n'y a pas de régulation. Si à Sidi Bouzid, vous appelez le 190, vous tombez sur la régulation de Sfax. Et Sfax vous dira qu'on ne peut pas réguler à Sidi Bouzid. Donc vous confirmez, docteur Charles. Donc nous n'avons pas également de chef de service, mais nous avons un médecin coordinateur spécialiste, très bon ami d'ailleurs, très efficace, très compétent, Barkalali, qu'on a imposé. On a réussi à imposer, parce qu'on n'a pas voulu de lui. Et ça a duré plus que 3 ans. Et nous étions régulés ou dirigés par le directeur de l'hôpital. Il a réussi à nous imposer des choses inimposables. Mais bon, passons. Alors, l'organisation de la garde. Nous avons 3 médecins. D'accord? Un médecin pour le triage, qu'on vient d'instaurer il y a environ 1 an. Un médecin pour la consultation. C'est-à-dire, si jamais le problème il est plus compliqué, on l'adresse à l'autre médecin. Et nous avons un médecin pour le déchocage et pour le SMUR. Nous avons 2 anesthésistes, très efficaces, cette idée d'anesthésiste au sein des urgences. Un au déchocage et un pour le SMUR. Il faudrait savoir que, mis à part Dr Wasf Mokni, nous n'avons pas de spécialiste urgentiste à Sidi Bouzid. Hein. Bien sûr, l'équipe, elle est continue, c'est-à-dire nous avons des infirmiers et des aides-soignants, 5 le matin, 4 l'après-midi, 4 le soir. Mais nous avons un truc, c'est que tout infirmier qui amène un patient d'un centre de santé de base, périphérique, on le garde. Il s'occupe de son patient jusqu'à la fin. Ça nous charge un peu du travail, ça nous permet de recruter du personnel, mais ça pose le problème d'une ambulance bloquée. Donc finalement, le centre de santé de base, il va être sans ambulance. 2 ambulanciers, 2 agents de sécurité. Alors la plateforme médicale. Nous avons un laboratoire d'analyse et banque du sang, ouvert 24/24. Et il permet seulement des bilans standards. Nous ne pouvons pas, c'est-à-dire la troponine, c'est souvent un manque de réactifs. Ça fonctionne 1 semaine par mois, 2 semaines par mois au maximum. Pas de cytologie, pas de bactériologie. Le service de radiologie. Radio standard, scanner 64 barrettes, échographie.
Mais il y a un énorme problème. C'est-à-dire les médecins, les radiologues sont des Chinois. Ils ne parlent pas français. Ils n'arrivent pas à lire un peu ce qu'on leur envoie. Donc Google Trad, ça fait partie, traduction, ça fait partie de nos prescriptions. C'est un impératif. C'est comme le stéthoscope et aussi les autres moyens de communication et d'actualité. Un centre d'hémodialyse disponible 24 sur 24, c'est peut-être le plus efficace d'entre eux. Il y a toujours un médecin disponible qui vient et te fait l'hémolyse. On n'a pas vraiment, ils sont clean pass, c'est-à-dire il y a l'indication, il ne pose pas de problème. Bloc opératoire, nous avons une salle septique, salle générale, un bloc gynécologie. Le service de gynécologie, il est disponible 24 sur 24 avec un spécialiste. Nous avons aussi à disposition le directeur régional de la santé, ou bien son remplaçant. Tantôt, on a même son téléphone personnel et il répond toujours. Le Shock Room, disponible 24 heures sur 24. Téléphone direct, il répond toujours. Des standardistes sont les plus efficaces. C'est eux qui travaillent le plus c'est-à-dire de notre structure. Ils sont hyper efficaces, toujours disponibles. Vous pouvez appeler à chaque moment, ils vont vous répondre. Également à disposition, et très important de le connaître, que nous avons 2 laboratoires privés, disponibles 24 sur 24 et qui permettent de tout faire. 2 centres de radiologie avec TDM, ils sont privés, disponibles 24 sur 24. Mais nous n'avons pas de clinique privée à Sidi Bouzid. Alors, j'ai beau essayer de chercher comment vous mettre dans le bain pour voir un peu comment ça se déroule une garde à Sidi Bouzid, mais c'est très difficile. Nous avons les mêmes problèmes que vous, avec le nombre de consultants, les consultations abusives, mais nous avons aussi un problème peut-être un peu particulier, je ne sais pas si je vais en dire trop, mais c'est une population très solidaire. C'est-à-dire que si vous avez un patient qui vient, il y a au minimum 2 personnes avec lui. Un bébé qui vient, tu as la mère, le père, les deux grands-mères et les 2 grands-parents. Ils sont là. Là, c'est à 100%. Le nombre de consultants à Sidi Bouzid, en moyenne, il est de 250 consultations en moyenne, avec des jours. C'est-à-dire ça peut s'échelonner entre 150 ou 450, ou voire plus, l'été surtout. Donc, en plus, on nous appelle pour n'importe quel patient qui est hospitalisé dans un service où il n'y a pas de médecin sur les lieux pour résoudre les problèmes s'il pose problème. Encore plus, on nous appelle c'est-à-dire des centres de santé de base périphériques pour prendre nos avis. Nos avis concernant un cas particulier, ils ont besoin d'un avis de spécialiste. C'est comme si on était des spécialistes. Alors, catégorie de consultation, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout. Depuis la néonatologie jusqu'à la gériatrie, en passant par la gynéco, par la psychiatrie, du simple rhume au polytraumatisme, passant par l'IDM ou bien la brucellose. Seuls les accouchements normaux, sans problème, ne passent pas par les urgences. Alors, mis à part ces patients qui viennent tout seuls, nous avons également les ambulances qui viennent du centre de santé de base. Donc, du centre de santé de base, et il n'est pas rare de voir l'ambulance arriver le matin avec plus que 3 patients dans l'ambulance. Il n'y a pas forcément de coordination entre nous et les médecins de la périphérie. Il n'y a pas. Il y a l'absence de moyens dans les centres de santé de base périphériques, l'absence de formation et la pression des familles. Les ambulances de la protection civile, ils font un travail vraiment massacrant. Ils répondent à tous les appels. Ils ramènent absolument tout, de la simulation au polytraumatisme. Donc, en cas d'AVP, nous ne le sommes pas, c'est-à-dire le SMUR n'est pas appelé en primaire, mais plutôt en renfort. Ils ont besoin d'une autre ambulance, donc ils nous appellent. Mais pas vraiment, ils ne cherchent pas à faire il n'y a pas de régulation entre nous. Il y a un autre problème, et là, il est reconnu par la population, c'est que le transport de la protection civile, il est gratuit. Et le patient qui est ramené par la protection civile, il est considéré comme urgent. Donc, par la suite, il bénéficie de soins gratuits, même aux urgences. Donc là, c'est un véritable problème qui commence c'est-à-dire, on peut avoir une vingtaine d'ambulances par jour de protection civile sans qu'il y ait vraiment une pathologie urgente. L'ambulance SMUR. Alors au début, lorsque j'étais recruté à Sidi Bouzid, j'étais recruté au SMUR. Et on a été vraiment 4 médecins juste pour le SMUR. On a commencé à faire un peu de régulation avec mon numéro personnel. On a également essayé de faire la formation du personnel qui était là. Et on a réussi à faire ce... D'accord, 1 minute, impossible. Impossible. Alors, pour les différences, c'est un sacré problème. C'est-à-dire, bon, nous avons la pédiatrie, la chirurgie, l'urologie, il n'est pas disponible. Il y a la médecine, la garde, elle est plutôt au domicile, ils ne vous répondent pas au téléphone, ça arrive assez souvent. La cardiologie, nous n'avons pas de cardiologue. La réanimation, nous n'avons pas de réanimateur sur place. L'ophtalmologie, bon, il est garde au domicile, il ne vient jamais. Mais finalement, nous sommes vraiment bloqués, question
Référence. Nous avons aussi les CHU de proximité. Sfax, 2 CHU, Monastir, 1 CHU, Sousse, 2 CHU et Grand Tunis. Kérouan, moi, personnellement, je n'ai jamais envoyé aucun patient là-bas. Minimum de distance, c'est 140 km. Hein. Alors, le médecin, aux urgences, il doit répondre à tout. À tout. Absolument à tout. Et vraiment, point de vue sociologique, il va tout prendre en charge. Nous avons un problème de diagnostic. Parce que c'est-à-dire, on peut être bon dans plusieurs choses, mais on ne peut pas être parfait partout. C'est impossible. Même les plus grands spécialistes dans sa spécialité, il aura besoin d'un autre avis. Nous ne pouvons pas compter sur l'avis des spécialistes. C'est impossible. On compte surtout sur notre carnet d'adresses personnelles. C'est très important. Donc là, et on compte sur les moyens de communication actuels. C'est-à-dire, moi, j'évite personnellement de faire une échographie. Je suis désolé de le dire, mais l'échographie, par le c'est pas que je suis pas, mais c'est-à-dire l'échographie qui est faite par notre médecin radiologue, il n'a jamais vu. Il n'a jamais rien vu, quoi que ce soit. C'est-à-dire, pour la cholécystite, tu as généralement, je peux vous dire qu'il va répondre interposition de gaz, je n'ai pas vu la vésicule. Pour le rein, interposition de gaz. L'appendicite, c'est pareil. Donc finalement, ce n'est pas une question ça ne concerne pas un seul patient, mais ça concerne tous les patients, absolument tous les patients. Et donc là, je suis obligé de demander à un scanner, au moins, j'arriverai à lire quelque chose, ou voir quelque chose par moi-même. Ou bien j'arriverai à l'envoyer à un de mes amis. Donc, comme je dis, nous avons également un problème de langue. Donc les parades, bon, j'ai bien dit, Google Traduction, Viber, Messenger, un bon carnet d'adresses. Et souvent, puisque nous avons beaucoup de pannes en ce qui concerne les laboratoires ou bien les scanners ou le reste, nous sommes obligés à faire des appels, c'est-à-dire à faire appel aux laboratoires privés ou bien au centre de radiologie privé. Bon, aussi, nous avons acquis de nouveaux réflexes parce que nous ne sommes pas vraiment bien informés de ce qui concerne, c'est-à-dire l'épidémiologie de la région. Nouveau réflexe, un enfant qui présente une fatigue, on cherche automatiquement l'hépatite. D'accord. Le traitement, nous sommes obligés de prendre en charge totalement nos patients, comme si nous étions des urgentistes ou des réanimateurs. Nous ne pouvons pas compter sur un réanimateur, ni sur un cardiologue, ni quelqu'un d'autre. On est obligé de poser par nous-mêmes nos drains, nos intubations, nos cathéters, tout. Manipuler des inotropes. Moi, je sais le faire, mais on a d'autres qui n'ont pas eu la formation, la chance de connaître tout ça. Les hospitalisations. Il est impossible d'hospitaliser à Sidi Bouzid un patient qui n'a pas un diagnostic qui est clair, évident et stable. Et même si votre patient il est stable, le médecin spécialiste il peut vous demander, gardez-le chez vous. Actuellement, finalement, il pourra rentrer chez lui. Donc finalement, on fait tout. Il n'y a pas de traitement qui ne commence pas aux urgences de Sidi Bouzid. On commence tout aux urgences. L'évacuation, c'est la tâche la plus... c'est la tâche la plus longue et la plus fastidieuse. On s'accroche au téléphone, mis à part nos patients, nos consultants, le nombre, la pression de la famille et tout. On cherche, on contacte nos amis pour pouvoir évacuer un patient. Et si jamais vous appelez le directeur régional parce que vous n'avez pas réussi à trouver une place à votre patient, il va vous répondre, il va vous dire envoyez le patient sans accord. Vous dites mais c'est pas possible, on ne peut pas envoyer un intubé éventuel ou un cas de neurochirurgie sans préparer la plateforme. Il vous dit débrouillez-vous alors, c'est vous qui avez choisi. Donc finalement, le shock room, on les appelle tous les jours pour résoudre le problème. Jamais le shock room, il m'a résolu un problème. Jamais il m'a trouvé une place. Jamais il m'a aidé. Maximum, il vous donne le numéro du chef de service. Pas autre chose. Je ne sais pas, il sert à quoi? Finalement, il sert à quoi? J'aimerais bien que quelqu'un me réponde pour me dire, est-ce qu'il va faire des statistiques? Est-ce qu'il va nous aider? Mais non, mais ça ne sert à rien. Alors, catastrophe, terrorisme. Bon, moi, j'étais présent lorsqu'il y a eu l'attentat terroriste à Benoît. Je peux vous dire que c'était une question de chance. J'étais avec Semi Ben Ahmed, tout le monde le connaît par exemple. Ici, il était à Bir Lahfaï et moi j'étais aux urgences de Sidi Bouzid. Il y avait également Dr Wassel que j'ai contacté par téléphone. Et c'est lui qui m'a contacté à 5h du matin. Il me dit, écoute, je crois qu'il y a un attentat terroriste. Donc automatiquement, on s'est déplacé vers Bir Lahfaï pour essayer de coordonner. Le directeur régional n'était pas joignable. Le directeur de l'hôpital, pas joignable. Personne n'était joignable. Nous étions informés par nous-mêmes. Un autre coup de chance. Je suis tombé sur un colonel de l'armée, un colonel de la garde nationale que je connaissais. Ils étaient à Sousse, je les connaissais depuis Sousse. Donc on a réussi, plus ou moins, on a eu un coup de bol pour pouvoir coordonner cet attentat. Les victimes s'attendaient sur 10 km. Sur 10 km, on a trouvé 15 victimes. 3 décès sur place et on a géré tout le reste. Le comble, c'est qu'après, lorsqu'on a tout fait, coordonner, traiter,
et on retrouve le directeur régional avec son costume et ses gants, l'orthopédiste avec son costume et ses gants devant les caméras. Mais on a tout fait. On n'a pas besoin de caméras, nous. Mais finalement, on n'a pas eu de leur soutien. Pas leur soutien, ni pour la coordination, ni rien du tout. On s'est organisé tout seul. 3 médecins, 2 colonels. C'est tout ce qu'il a fallu. Alors pour ça, j'aimerais, et je tiens vraiment, excusez-moi pour le retard, à présenter ceci. J'ai essayé hier soir de faire une petite comparaison entre le syndrome de l'enfant battu, de la femme battue ou de l'homme battu. Et la sensation d'un médecin qui est dans un service qui n'est pas universitaire. Alors, le médecin, dans ce genre d'urgence, il craint pour sa vie. C'est une analogie, vous pouvez regarder je peux même vous la passer. Il y a une angoisse chaque garde. Vous risquez de faire une faute professionnelle, vous risquez des représailles, vous risquez une agression, vous risquez d'être sur le coup de la justice. Il y a tout le temps une menace d'agression par le patient, par l'administration ou même par la justice. Par moment, tu as la haine de ton métier. Je suis désolé de dire ça aux jeunes résidents, mais par moment, tu regrettes de savoir intuber ou bien de connaître comment faire un cathé ou quelque chose. Tu te dis, je suis en train de sauver quelque chose, mais je suis seul. En rentrant, je ne vous cache pas, je revis tous les cas de mes patients. Je cherche les petits coins. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Pourquoi je n'ai pas réussi à évacuer telle ou telle personne? J'évite au maximum les discussions ou les activités qui vont me rappeler c'est-à-dire mon travail. Je suis en hyperexcitation, en hypervigilance, irritable, et ça influe sur ma famille et même sur mes amis. Je me sens par moments piégé d'avoir aimé des urgences. Il y a constamment des cycles répétitifs de satisfaction professionnelle et de déception. Ça vient tout le temps. Ne pas satisfaire une demande de patient, je la sens comme si c'est ça qui a provoqué cette violence ou cette agressivité de la part soit du patient lui-même, de sa famille ou même de l'administration ou même de tes amis. Mais il y a un manque de moyens. Je n'ai pas les moyens qu'il faut. Il est impossible de provoquer une amélioration du système. On a essayé, notre groupe de SMUR au début, de chercher une ligne directe au moins pour pouvoir mettre au moins le premier SMUR à Sidi Bouzidi. On a commencé à faire de la publicité, à sortir, à voir un peu. Avec Dr Wassal, on a bataillé pour qu'il existe. Ben non, les médecins, ils ont été rappelés à rejoindre les urgences par manque de personnel. Ils travaillent à double fonction. Je me permets de le dire, c'est une double fonction. Tu travailles dans la salle des déchocages et tu es obligé de sortir, c'est une double fonction. Et ça peut prendre 2 heures de partir. Je ne peux pas me déplacer pour ramener un patient en secondaire. Je ne peux pas me déplacer pour amener un patient en secondaire parce que je laisserai tout un gouvernorat sans SMUR. Donc, le médecin aussi, il craint de perdre son travail. Seul le généraliste aux urgences périphériques est le seul responsable de tout et est exposé à tout. S'il te plaît, 1 minute. Même pas. Donc, nous, les médecins dans les urgences des hôpitaux régionaux, nous sommes en train de payer pour la défaillance du système de la santé en Tunisie. Et là, j'aimerais bien l'introduire, je ne sais pas si on arriverait à mettre la base, j'aimerais parler du syndrome du médecin battu, carrément, c'est le mot, parce que finalement, on est dans un cycle, on veut vraiment faire satisfaire tout le monde, mais on n'arrive pas, et on se sent coupable. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir. Merci Bétis. Merci Bétis. Ça fonctionne. Allô. Merci Bédis pour cette excellente exposé. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Une question. S'il en a. Oui. Si le Marceau dit tfadl. Merci. Je me présente, le docteur Marsoudi.
Je me présente, أنا دكتور مقصودي شيف سيرفيس دي جيرجونس هوبيتال ريجيونال دو قصرين. الحقيقة نحب نحيي زملائي اللي قدموا توا سي لو ميم اكزومبل. هو معناتها السبيطارات بخلاف لي زيفيرسيتير كلهم والحقيقة بديس إلى تري بيان بريزونتي لو كا. مي بديس اليوم أنا ديما نحضر المرة اللي يمكن الوحيدة سي كونفيرونس نجم نقول ماهيش سيونتيفيك. بالاخر خلاص هو قاعد يحكي في حكايات واقع لكنه قاعد من داخل يحكي في السنتيمون نتاعو اللي يعيشه. سي فريمون قاعد يتحدث معناها من الاعماق اللي قاعد يعيش فيه. وهذا تولي ميدسان اللي يخدموا في الانتيريور راهم يعيشوا فيه فريمون الى تري بيان. بتاتر نسى بعض النقاط جيست انا مانيش باش نطول برشا خاطر واحد عندي دو بوان نحب نقولهم. البوان الاولى هي كونسيرنون لي سيرفيس دي جيرجونس بصفه عامه. ثم كوتي يخصنا نحن لي ميدسان والسيونس بصفه عامه وثم كوتي يخص لي ديسيدور. الكوتي اللي يخصنا نحن هو الحقيقه لحد الان مازلنا ما وصلناش انه مازالت عندنا عقليه انه المريض اللي يجي ليرجونس مريض ليرجونس لازم ليرجونس تحل مشكلته. وذايا الحقيقه سي خاطر ليرجونس في الاخر هي كيما الاربط راكيو برونشيك ثم اونتري ويلزم لي برونش يكونوا بيرميابل. بالطبيعه البيرميابيليتي هذيا يدخلوا فيها برشا حاجات. يدخلوا فيها لي سبيسياليتي الموجوده غادي ليكو ريجيونال كلهم مثلا ماهيش يدخلوا فيها لي سي اتش اي اون توكا يدخل فيه سيستيم كامل. سيستيم كامل غالب سيستيم يلزموا معناتها يساعدنا الحكايه هذه. وهذه الريبروش اللي هي سيونتيفيك واللي فاسيلمون نجموا نصلحوها بار دو شوز. اول حاجه بار لي ديسيدور وانا جو في ريزومي يدير راهو يمكن الحاجه الوحيده في البلاد في اي بلاد هذا حسب تصور اللي يلزم التشريع هو اللي يتبع الميديسين ماهيش الميديسين تتبع التشريع. احنا في تونس العكس تماما. في تونس العكس تماما. القوانين تتعمل حسب مصالح الدوله وحسب مصالح الديسيدور وحسب ميزانيه الدوله وحسب ميزانيه الديسيدور. ماهوش القوانين تتعمل على خاطر الميديسين سي كيك شوز انترناسيونال وما تفرقش بين ابيض واسود وبين الواقع اللي قاعد يوقع تو في تونس كله. الميديسين لا سول ا مون افي سبيسياليتي. وهذا يراو كوم ريزومي جي با لو طون بور فيز اكسبليكي. انا جو في فو دير حاجه واحده اكزومبل بسيط جيست 30 سكوند. ماجوريتي نتاع الناس هذوما الموجودين كيما عندي انا في القاصرين تعرفوا كيفاش جاوا الفورماسيون بار دي لابوراتوار وسامحوني وميرسي بور لابوراتوار خارج اطار القانون. خذاوهم دي لابوراتوار بور البريزون شارج تاعهم لانه الدوله ما عندهاش فلوس. قال لك ما عندناش فلوس. انا نحترم الدوله ما عندهاش فلوس لكن لا نحترمش انه الطبيب في ليرجونس ما يجيش لاستيامي. وشكرا. Bon, on va passer directement pour parler de la hétérogénie aux urgences. J'appelle Inès Chermiti pour faire cette conférence. Donc, j'ai la lourde tâche de clôturer cette session. Libdine avec 1 heure de retard. Mais, donc, messieurs les membres, les modérateurs, chère audience, c'est un plaisir de présenter cette conférence intitulée « Iatrogénie aux urgences ». Donc, on revient aux scientifiques, comme monsieur l'a dit. Donc, c'est un sujet d'actualité, cette iatrogénie. Tous, nous prescrivons des médicaments, des procédures. C'est une activité journalière. Le bénéfice attendu, c'est une amélioration de la qualité de vie. Nous prescrivons des médicaments, des procédures thérapeutiques, diagnostiques, et c'est en prolifération continue. C'est la pratique médicale moderne, mais il existe un risque, et c'est l'iatrogénie, qui a des particularités spécifiques, surtout que plus de 25% de nos consultants ont plus de 65 ans. Donc l'iatrogénie, ça vient d'un mot grec, donc c'est un combiné de 2 mots, iatros qui est le médecin, et génos qui est causé par, donc c'est tout ce qui est causé par le médecin. C'est un concept qui est non spécifique, il y a eu une évolution des définitions, plusieurs entités sont présentes dans ce terme, et c'est un polymorphisme clinique. Donc les définitions ont évolué depuis 1969 jusqu'à ce qu'il y ait cette définition d'une situation non attendue qui est causée par une procédure prophylactique, thérapeutique ou diagnostique qui est justifiée ou non. Elle est entreprise par un personnel de la santé et qui engendre un résultat négatif sur la santé du patient. Mais cette iatrogénie, elle a aussi englobé une omission d'un traitement. Elle a inclus tout événement iatrogénique qui n'est pas survenu dans le cours évolutif de la maladie.
Et donc, toute procédure peut être une cause d'événements iatrogéniques, et donc l'iatrogénie prend un concept plus général. Tous les événements indésirables, tout le personnel de la santé est inclus, il faut juste qu'il y ait cette relation de cause à effet entre l'acte et l'événement. Et on va définir tout événement iatrogène grave, donc tout événement qui va entraîner la mort, qui va mettre en jeu la vie du patient, qui va nécessiter une hospitalisation ou qui va provoquer un handicap ou une incapacité. Il existe différents types d'iatrogénie et il faut connaître que le risque iatrogène peut être assumé par une prescription inappropriée, mais qu'il y a 3 risques liés à une iatrogénie avec une prescription médicale inappropriée, qui est l'overuse ou une surprescription, la misuse ou la prescription qui n'est pas justifiée ou non adaptée, où les risques vont être plus importants que les bénéfices, et l'underuse, qui est la sous-prescription, et c'est le fait d'omettre un traitement chez un patient. Ces types d'iatrogénie peuvent être aussi retenus par le mot mnémotechnique A, B, C, D, E, F, et on adore ce genre d'astuces pour retenir. Eh bien, on va avoir soit le risque qui est augmenté, et c'est dose dépendant, soit un risque qui est bizarre et qui n'est pas dose dépendant, ou bien c'est un risque qui va survenir suite à une chronicité de l'administration d'un traitement, et c'est dose étant dépendant, ou bien c'est un effet retardé, ou bien c'est un effet qui va apparaître si on arrête le traitement, ou bien si on n'a pas mis le bon traitement chez le patient. Donc on peut retenir ces différents items A, B, C, D, E, F. Pour l'épidémiologie, donc en chiffres, c'est dans un hôpital 0,5 à 2% des consultations et ça va représenter à peu près 4 à 10% des admissions. Et ces événements auraient pu être prévenus chez un patient sur 4. Dans le monde, dans chaque pays, il y a 150 patients qui vont décéder chaque jour suite à une prise médicamenteuse. Et surtout, ce sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens et l'aspirine. Aux États-Unis, l'iatrogénie est rapportée comme étant la 4e cause de mortalité, avec 100 à 200 000 décès par an. Donc, cette étude française qui a rapporté les événements iatrogéniques dans un service de médecine a rapporté seulement 26 événements sur une année. Une étude qui a été menée avec l'équipe de Dr Bouhaja et Dr Hamad au service des urgences de Charles-Nicolle et qui a comptabilisé tous les patients qui étaient admis pour un événement iatrogénique. Et ils ont comptabilisé 159 cas d'événements iatrogéniques aux urgences sur une année. Une autre étude de médecine interne au service de Monjislim avec l'équipe de Dr Mrad, ils ont comptabilisé 500 dossiers d'une façon rétrospective et ces événements, ils étaient évitables dans 57% des cas. Cette iatrogénie va rentrer dans le cadre d'une iatropathogénèse et c'est le patient, le médicament et la maladie, il va y avoir cette triangulation et c'est l'iatrogénie qui va naître de cette relation entre ces 3 éléments. La particularité de l'iatrogénie aux urgences. Il y a 2 situations. Comme tout professionnel de la santé, on va prescrire et donc on peut provoquer une iatrogénie. Mais en plus, on est confronté aux complications de l'iatrogénie. Pourquoi ? Ceci est augmenté parce que le volume d'informations relatives aux médicaments qu'on doit assimiler chaque jour, il est en augmentation. Il y a eu cette étude en 2013 qui a été publiée et qui dit qu'un médecin doit maîtriser par jour 1,5 million d'informations. Et 70% de ces informations sont rapportées par les effets indésirables des médicaments. Et donc, il y a un volume important d'informations qu'on doit maîtriser. La particularité aux urgences, c'est aussi de penser, est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Est-ce que c'est le cours évolutif de la maladie ou bien c'est un effet médicamenteux et c'est un véritable casse-tête? Il y a aussi les interactions médicamenteuses silencieuses et avec les phénomènes lents. Et il faut penser à un médicament prescrit il y a plusieurs mois. Et bien sûr, devant toute perturbation du bilan hépatique, du bilan rénal, est-ce que, si on n'arrive pas à l'expliquer, est-ce qu'on va retenir l'origine médicamenteuse? Et ici vient le réflexe iatrogénique. C'est un concept qui a été introduit récemment et qui va nous inciter à penser à cette iatrogénie devant tout nouveau symptôme qui doit nous faire rechercher une origine médicamenteuse. Pourquoi ? Parce qu'un accident iatrogène est toujours possible. Bien sûr, si on va poser toutes nos questions, faire une bonne anamnèse, un bon examen clinique, poser les bons examens complémentaires, on va se retrouver dans la branche
gauche où l'iatrogénie n'est pas possible et on va poser un autre diagnostic. Si on se retrouve dans une situation où l'iatrogénie est possible, le réflexe iatrogénique va faire introduire ces 5 éléments. Rechercher les symptômes et les signes cliniques spécifiques du médicament et rechercher tout ce qui est gériatrie, syndrome gériatrique avec les chutes, la possibilité de confusion, de troubles digestifs, de troubles métaboliques. Il faut aussi rechercher tout ce qui est facteur précipitant, l'introduction d'une nouvelle molécule, les modifications possibles du métabolisme qui vont s'aggraver lors des périodes particulières de la vie comme la grossesse, comme la prise de l'âge, ou bien les modifications de l'observance. Ça va nous faire mener une enquête pour l'historique des symptômes, l'historique des prescriptions, rechercher un facteur intercurrent et on va vérifier par nous-mêmes toutes ces informations. Et donc le réflexe iatrogénique doit être institué aux urgences. On ne peut pas parler de l'iatrogénie sans aborder le thème des personnes âgées aux urgences et le risque iatrogène, parce qu'il y a une augmentation du risque iatrogène, il y a une interaction médicament et médicament-comorbidité. Et en France, il y a ce rapport annuel qui a dit que 20% des Français consommaient 40% des médicaments et ils ont plus de 65 ans. L'incidence de l'iatrogénie chez les personnes âgées, elle est importante, elle diffère selon les études entre 6 et 65%. Le risque d'iatrogenèse, il est 2 fois plus élevé durant une hospitalisation par rapport aux patients d'âge entre 16 et 44 ans. Et les facteurs de risque retrouvés que nous retrouvons fréquemment chez nos patients, c'est l'âge, c'est le nombre de comorbidités, c'est le nombre de médicaments, c'est la durée d'hospitalisation, c'est le type de pathologie et le statut cognitif. Donc plus ces facteurs sont présents et plus le risque iatrogène est important. Le risque d'événements indésirables et d'interaction est aussi corrélé au nombre de médicaments. Par exemple, un patient qui prend 5 médicaments différents, théoriquement, il aura 26 interactions possibles. Donc vous imaginez le risque iatrogène qui peut en découler. Il y a eu aussi cette étude de la part de l'iatrogénie médicamenteuse chez les personnes âgées aux urgences. Et donc il y a eu 201 patients qui ont été admis sur une année aux urgences pour une cause d'iatrogénie médicamenteuse. Donc vous voyez que c'est un problème qui est récurrent, qui est important. Et c'est des études tunisiennes qui nous reflètent la situation actuelle. Il y a aussi ce score, l'IMEPAG, qui est un score qui va évaluer le risque d'événements indésirables médicamenteux en gériatrie. Il a 3 items, c'est le nombre de médicaments, c'est la prise de neuroleptiques et c'est la prise d'anticoagulants. C'est un score facile à calculer, on va juste faire la somme de ces 3 items et plus le score est élevé et plus le risque d'iatrogénie est important. On ne peut pas parler d'iatrogénie sans parler de la législation parce que bien sûr actuellement on est au centre de cette problématique de la responsabilité médicale qui est l'obligation de répondre de ces actes et d'en assumer les conséquences. On a 4 types de responsabilités qui nous font face, la pénale, la civile, l'administrative et l'ordinale. C'est la pénale qui nous fait le plus peur parce qu'elle est répressive, elle est personnelle, elle est individuelle et elle est non assurable. On peut faire des fautes par action et par omission. Et donc, on peut être confronté à ces situations d'une façon journalière aux urgences. On peut avoir une faute par maladresse, par exemple une injection IM avec une blessure du nerf sciatique, par imprudence, par exemple un défaut de surveillance d'un patient intubé et une hypoglycémie qui peut arriver, une faute par inattention, erreur de posologie, une négligence, par exemple un défaut d'asepsie au cours de la mise d'un cathé veineux central, ou bien une faute par inobservation du règlement, par exemple l'absence du test de compatibilité au cours d'une transfusion sanguine. Donc cette législation, elle est en train d'évoluer surtout avec le concept de jurisprudence, avec la présomption de faute et la responsabilité sans faute. Et donc, il faut qu'on instaure des moyens de prévention. Les moyens de prévention, il y a cette image qui est très connue de James Rison. Et si vous voyez sur la gauche, c'est tous les dangers à qui on va faire face et l'incident, donc c'est la continuité de la flèche. Il y a les quatre gruyères et c'est tout ce qui est moyen de défense dont on dispose pour ne pas arriver à l'accident. Et donc, notre rôle, c'est de faire passer cette flèche, non pas par les trous, mais de l'arrêter pour qu'on n'y arrive pas l'accident iatrogénique. Donc, le modèle
de la prise en charge médicale, il y avait les anciens modèles. Actuellement, les nouveaux modèles, on doit être plus actifs, collaborer, on doit être, bien sûr, avoir de la compétence, et on va y avoir des skills qu'il faut implanter chez tous les médecins travaillant aux urgences. La prévention, on va limiter tout ce qui est prescription médicale inappropriée, et on dispose de plusieurs outils. Les outils, donc il y a eu 14 outils qui ont été revus par la littérature récemment en 2018, et c'est les critères. Donc c'est les critères Stop Start et la liste de Beers qui viennent en premier lieu comme moyen de prévention. Donc notre rôle aux urgences, c'est de faire une prévention, de diagnostiquer les pathologies iatrogènes, de repérer les situations à risque, de réviser les ordonnances parce que c'est un passage et donc il faut profiter de ce passage pour réviser et surtout faire en sorte de ne pas rajouter encore plus d'iatrogénie chez nos patients. Donc les critères Stop Start, donc c'est 115 critères que je vous invite à voir sur un site qui est gratuit. C'est une application en libre accès qui est recommandée par plusieurs sociétés savantes. C'est le site stopstart.free.fr. C'est une application qui est gratuite et vous allez mettre par exemple tous les traitements que votre patient prend, toutes ses pathologies, et vous activez un bouton vérifier. Et c'est magique, c'est une application qui va nous dire si la prescription est appropriée et si elle est inappropriée, pourquoi, et il vous donne même les raisons de pourquoi il faut arrêter ou bien continuer un traitement. Et cette application Stop Start a été corrélée d'une façon très bonne à des recommandations d'experts et qui ont dit que cette application, elle est vraiment très pertinente en matière de recommandation des traitements. Et je vous invite tous à vraiment utiliser ce site qui est gratuit et en libre accès. Donc les critères Stop Start, c'est les Européens qui sont en train de la valider dans les services de médecine et encore et dans les autres services. Les Américains, bien sûr, ils ont fait autre chose, c'est la liste de Beers. C'est aussi un site qui est accessible en libre accès avec une liste de 53 médicaments. Mais cette liste, elle est un peu plus complexe et ça demande beaucoup plus de temps. Donc elle n'est pas encore très utilisée par les scientifiques. L'iatrogénie, législation, responsabilité et, bien sûr, faire une faute, être iatrogène, c'est humain. Toutes les prescriptions sont des humains et donc ils peuvent être iatrogènes. Et donc c'est un nouveau concept qui a été mis en place, c'est le patient safety, c'est la sécurité des patients parce qu'on a une obligation de sécurité et une sécurité des résultats. Le médecin ne doit exposer le malade à aucun danger provenant de ce qu'il utilise comme soins et appareillage ou médicaments. Donc c'est vraiment un concept global et c'est l'OMS qui est en train de chapeauter cette idée et il y a un guide pédagogique de l'OMS pour la sécurité des patients qui est destiné aux médecins, à tous les professionnels de la santé et bien sûr vous pouvez le consulter, il est téléchargeable sur Internet. Le message de cette iatrogénie, c'est vraiment de la mesurer, c'est apprendre à la détecter et ne pas être iatrogène. Il faut qu'on soit informé, qu'on ait ce réflexe iatrogénique. Il faut améliorer nos pratiques parce qu'on utilise les médicaments. Les médicaments ne sont pas des produits comme les autres. Il faut savoir les utiliser à bon escient. Et merci pour votre attention. 1 minute 40. Pas très fort. Merci Inès. Merci. Donc, excellente conférence. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Si c'est mieux. Ouais. Tu as une question, Mohamed? Je profite de la présence du micro. Alors déjà, c'est un plaisir de te revoir, Inès. Et plaisir partagé. Pour ma question par rapport à l'iatrogénie aux urgences, je m'attendais aussi que vous parliez un peu de l'iatrogénie liée aux gestes invasifs. Parce que là, j'ai cru comprendre que vous parliez beaucoup plus de l'iatrogénie médicamenteuse. Oui, mais j'ai introduit au début que c'était un concept beaucoup plus global. C'est vrai qu'on n'a pas encore des chiffres qui disent est-ce qu'on a... Est-ce qu'on a on n'a pas encore d'études sur l'iatrogénie
faite aux urgences par les procédures, que ce soit la mise de cathé, tout ce qui est drainage de pneumothorax. C'est vrai, je n'ai pas encore de chiffres, il n'y a pas d'études, peut-être parce qu'on a peur de s'auto-critiquer, mais ça va venir parce que l'iatrogénie, elle est là, l'iatrogénie, elle est présente, c'est différent de l'erreur médicale. Et donc, je pense que tous les services devraient avoir cette sentinelle, ce projet sentinelle qui va détecter tous les événements iatrogènes. Voilà. Tu as raison, donc il y a une différence entre l'erreur, oui, c'est différent, exactement, et l'iatrogénie. L'erreur, tu as le livre là de 1999, To Err is Human. Oui. Donc c'est un excellent livre. Et moi, on a commencé un travail malheureusement donc avec l'ULB et qu'on a arrêté en 2013 pour des raisons que je ne veux pas citer. Mais d'après toi, quelles sont donc les causes humaines oui. de l'iatrogénie? Donc, quelle est la première cause donc, dans la littérature Dans la littérature, donc c'est plutôt c'est le fait de ne pas vérifier les ordonnances, parce que toutes les études insistent sur le fait pour l'iatrogénie médicamenteuse. C'est vérifier les ordonnances, c'est le fait qu'il y ait 2 médecins qui prescrivent le même traitement. Donc, et le nombre de médecins. Le nombre de médecins. Et c'est le circuit patient cette idée de circuit patient découle de ça. C'est un patient qui est vu chez le néphrologue, chez l'endocrino, chez le cardiologue, et il y en a 3 qui prescrivent le même traitement, et donc c'est le patient qui ne connaît pas. Juste une continuité, vérifier les ordonnances. Est-ce qu'en matière, à mon avis, parmi les causes les plus fréquentes de la hétérogénie, c'est-à-dire la prescription, ne pas adapter la posologie oui. pour le terrain approprié. Adapter la posologie pour le terrain, que ce soit âgé, insuffisance rénale, insuffisance hépatique. Oui, c'est de prendre en considération les comorbidités. Voilà. Vis-à-vis donc de ces comorbidités, la fréquence retrouvée dans la littérature tunisienne. Littérature tunisienne, les études sur la comorbidité, le fait qu'il y ait manque d'adaptation par rapport à la fréquence rénale, ouais. la fonction rénale. La littérature tunisienne, éligée en premier lieu, c'est le surdosage en AVK. Au surdosage en AVK, tout ce qui est études tunisiennes, c'est le surdosage en AVK, et c'est vraiment le facteur retrouvé, c'est le manque de surveillance. C'est le manque de surveillance. Mais le médecin, c'est vraiment le patient qui ne fait pas sa surveillance d'une façon régulière. Je n'ai pas de chiffres sur vraiment l'adaptation par rapport à la fonction rénale, mais c'est tout ce qui est les nouveaux logiciels, ils incorporent la clairance selon la formule de Cockcroft pour adapter la posologie. Et donc c'est vraiment... la classification dont vous parlez, elle tient en compte de tous les L'application Stop Start, oui. Donc, si on peut la mettre, on met juste le médicament, de les comorbidités, et ça prend en considération la clairance de la créate, si ça répond à votre question. En tout cas, merci beaucoup Inès. Merci à vous tous. Donc, c'est à mon tour de conclure cette session. Donc, on a vu des conférences. Les 2 premières, c'est beaucoup plus le cœur qui a parlé. La dernière, c'est le scientifique qui a parlé. C'est ça la médecine d'urgence, c'est un panache entre cœur et médecine. Donc je vous remercie énormément pour votre patience et le congrès continue demain, Inch'Allah, et après-demain. Merci. اسمع شباب بيجي